Jean, bonjour à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour rencontrer ce soir Monsieur le ministre Clarin-Valls. Faut-il le rappeler qu'il est ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, ainsi que des relations avec le Parlement. Monsieur Clarin-Valls est né à Dinan. Il est licencié en sciences économiques et sociales de l'UCL. À la sortie de ses études, il est engagé comme attaché parlementaire au groupe MR et au Parlement wallon. Et suite aux élections communales de 2000, il devient le plus jeune bourgmestre de Belgique, endossant l'échappe mayorale de la très très jolie commune de Bièvre. Mon beau-frère y a habité. C'est pour ça que je peux dire que c'est une très très jolie commune. Et puis, suite aux élections provinciales suivantes, il devient conseiller provincial, il devient chef du groupe MR à Namur, et en 2007, il devient député fédéral à la Chambre des représentants. C'est ainsi qu'en 2017, il devient chef de groupe MR à la Chambre, et puis en 2019, il devient ministre fédéral du budget pour remplacer Madame Wilmès, appelée aux plus hautes fonctions. En 2020, après une première expérience au sein de ce gouvernement, il assume maintenant le rôle de ministre fédéral avec les compétences dont je viens de parler. Pour la facilité de notre entretien, ce que je vous propose, c'est de sélectionner dans le bas de votre écran la petite flèche. Peut-être que Vincent d'Envoi pourrait mieux m'expliquer vous expliquer que moi, afin de sélectionner sur votre écran l'intervenant, la personne qui intervient au moment où il parle, ce qui vous permettra de voir le ministre et de ne pas me voir moi ou d'autres personnes qui n'interviennent. La deuxième petite instruction, c'est que on a changé un petit peu le format de notre réunion, et donc nous vous demandons de lever la main pour poser des questions ou d'utiliser le chat en dessous de votre écran pour pouvoir poser toutes les questions que vous désireriez, et je me ferai un plaisir de les transmettre à Monsieur le ministre au terme de son intervention. Et donc, on a choisi cette formule parce que Monsieur le ministre préfère l'interaction avec les gens, et donc son intervention sera sans doute plus courte que les interventions de nos conférences précédentes, mais laissera une part beaucoup plus belle aux échanges entre nous. Voilà, cher Monsieur le ministre, je vous laisse la parole, et donc je suis chargé de faire passer vos transparents. Merci en tout cas pour votre intervention ce soir. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci, Monsieur Witouk, pour cette introduction. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour vous parler donc, du redéploiement économique et social après la pandémie. Et donc, je me réjouis de pouvoir faire le point avec vous de la situation dans une période qui est quand même particulièrement mouvementée pour les entreprises en général et les entrepreneurs et les entrepreneuses en particulier. Donc, je vais vous demander de passer au slide suivant si vous le voulez bien. Donc, évidemment, on ne peut pas encore dire que nous sommes sortis de cette crise. Nous sommes encore actuellement en train d'affronter cette crise, cette pandémie, mais nous sommes tout doucement en train de préparer, évidemment, les mesures que nous allons donc mettre en place pour se remettre de ce choc économique et social. Jusqu'à présent, le gouvernement a mis des mesures de soutien très importantes. Rien que le droit passerelle, par exemple, c'est près de 5 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour soutenir les indépendants de Belgique, mais des mesures de relance et de transition sont en préparation.
Comme le disait Churchill, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Bon, c'est clair que cette phrase a été souvent galvaudée, mais ici, je crois qu'elle doit quand même nous faire réfléchir. Et donc, je pense que nous devons avoir une vision ambitieuse, innovante et cohérente, tournée vers l'avenir pour pouvoir affronter la situation actuelle. Et donc, je vais le faire au travers de 4 chapitres. Le premier chapitre sera tourné autour de la politique industrielle. Je crois que c'est un mot que l'on n'utilise pas assez, mais qui va revenir à la mode. Quand on regarde de près ce qu'il s'est passé pendant cette crise du Covid, on voit que l'absence ou la disparition de certains pans de l'industrie européen est un synonyme de préjudice, et pour la Belgique également. Ensuite, un chapitre sur le plan de relance et d'investissement qui sont mis sur la table avec des moyens conséquents. Un petit chapitre sur la promotion de l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise, parce que c'est ça qui est déterminant dans l'esprit général pour pouvoir sortir de cette crise. Et enfin, des soutiens aux activités locales. Le slide suivant. Donc, je l'ai dit, tout d'abord, la politique industrielle ambitieuse pour l'Europe et la Belgique. Slide suivant. Donc, il faut permettre à l'économie de prospérer, d'être compétitive, durable et génératrice d'emplois. Je crois que ces mots sont tous importants. Prospérité, compétitivité, durabilité et emploi. Aujourd'hui, il y a la crise du Covid, mais il n'y a pas que cela. Nous sommes dans une situation de mondialisation, de digitalisation. On voit poindre l'intelligence artificielle, l'automatisation, le changement climatique. Le contexte géopolitique est assez chargé. Et donc, l'importance de la politique industrielle me semble être importante d'avoir ce focus autour de cet aspect des choses qui est impliqué dans tous ces volets. On le constate encore aujourd'hui, si vous êtes actif dans le secteur de la construction, par exemple, vous voyez qu'il y a des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui nous rendent dépendants de fournisseurs extérieurs et qui impactent notre activité au quotidien. Et donc, il faut renforcer notre autonomie stratégique pour réduire notre dépendance, tout en restant évidemment ouvert au marché, parce qu'on ne va pas subitement devenir protectionniste. À mon égard, à mon niveau, je tiens évidemment à être particulièrement attentif aux PME, parce que je crois que ce sont les PME qui, grâce à leur esprit de dynamisme, vont également être une source de solutions. Et il ne faut pas opposer le public et le privé, je crois. Même en tant que libéral, vous savez qu'on est très favorable au secteur privé, mais il faut avoir un esprit ouvert et on doit se rendre compte que ces deux volets, le privé et le public, doivent se renforcer. Alors, slide suivant, je vais vous présenter ici un petit film de quelques minutes, je pense que ça fait 2 minutes, qui va vous… voilà, c'est celui-ci. Et vous allez voir la situation entre 1990 et 2020. Vous voyez des pays et ce sont les PIB, l'évolution des PIB chaque année. Donc, dans le coin inférieur en bas, vous avez l'année de référence et ensuite, vous avez chaque pays par son produit intérieur brut. Les États-Unis trônent évidemment. Ensuite, vous avez le Japon, qui sont à peu près, en 1990, qui est à peu près la moitié du PIB américain. Puis vous avez l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Union soviétique, nous sommes dans 1990, le Canada, l'Espagne et le Brésil. Et vous allez voir l'évolution en moins de 30 ans. C'est assez intéressant de découvrir comment les choses évoluent. Voilà, je vous invite à appuyer sur le bouton. Voilà. Donc, vous voyez, chaque année, les chiffres évoluent. Donc, en 91, on voit que le Japon est encore en train de rattraper les États-Unis et on voit qu'il y a des mouvements entre les pays européens qui se disputent les 3, 4, 5, 6e passes. On voit apparaître la Chine vers les années 95. Vous voyez ici la Chine en rouge, qui est 3e à la queue et qui maintenant dépasse le Brésil. On est en 97. Vous voyez que la France diminue, perd de son PIB en proportion par rapport notamment à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Vous voyez qu'on est en l'an 2000. Et là, regardez bien la Chine, je vous invite à surveiller ça. Le Japon qui est en train de s'effondrer. Vous voyez totalement une diminution importante du PIB japonais. Par contre, la Chine continue de manière assez impressionnante à croître. Elle dépasse la France en 2006. Elle continue à croître. Elle dépasse l'Angleterre en 2007. Vous voyez qu'elle rattrape l'Allemagne en 2008. Elle vient talonner le Japon et en 2010-2011, elle le dépasse.
Et donc, vous voyez qu'elle continue à s'accroître et maintenant à un rythme effréné. Vous voyez que tous les autres pays restent relativement stables, mais que la Chine, elle, continue à monter. On est en 2013, 2014. Et donc, c'est entre nous, le Japon continue à baisser et les pays européens, de manière globale, si ce n'est un peu l'Allemagne, sont en train d'être à la peine. L'Inde qui apparaît, hein, vous voyez, qui est en train de lutter avec la France en 2020 et qui est en train de s'accroître. Donc, on pense que l'Inde va pouvoir également monter, mais vous voyez qu'en 2021, la Chine a quasiment rattrapé, enfin, est au 4/5e des États-Unis et elle a mis totalement tous les pays européens dans le vent et on voit que l'Inde est tout doucement en train de monter. Donc, ça, c'est un résumé de 30 ans de mouvement du PIB relatif. Je trouve que c'est assez parlant de ce qui se passe actuellement dans le monde. Slide suivant. Donc, quand on regarde au niveau européen le poids de la politique industrielle, on constate qu'on est passé en Europe de 25 à 22% entre l'année 2000 et l'année 2019. Donc, vous voyez que le poids de l'industrie a tendance à diminuer ces dernières années au niveau européen. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Chine, ça diminue aussi, puisqu'on passe de 45% à 39%. Mais comme vous l'avez constaté, le PIB chinois a augmenté de manière extraordinaire. Donc, même si on est passé de 45 à 39, vu l'explosion du PIB chinois, c'est quand même un accroissement gigantesque. Et donc, la part de l'industrie en Chine est quand même nettement supérieure au reste du monde. Et aujourd'hui, les géants chinois et américains déploient des plans massifs de relance. Ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont déployés aux États-Unis et en Chine pour relancer l'économie. De notre côté, au niveau européen, on est, me semble-t-il, obligé de pouvoir être ambitieux sur le plan de l'industrie si l'on veut garder une place prépondérante dans les échanges internationaux. Et donc, pour cela, nous devons, me semble-t-il, également être intégrés sur le plan des politiques qui sont mises en place. Et donc, la stratégie industrielle de l'Europe, que vous savez être verte, numérique et se veut compétitive à l'échelle mondiale. Et donc, l'Europe, en mars 2020, a tracé une politique industrielle basée sur la transition verte, la transition numérique et se veut miser pour être plus fort sur le plan de la compétitivité mondiale. Donc, évidemment, la crise Covid est passée par là et l'Europe est en train de remettre à jour sa politique industrielle post-Covid. Alors, au niveau belge, slide suivant. Donc, on voit qu'au niveau belge, l'industrie représente 19%. Donc, c'est encore un peu inférieur à la moyenne européenne. On sait que l'Allemagne est principalement le pays européen qui a une part de l'industrie la plus importante. Et donc, notre force en Belgique, ce sont des PME, des startups qui doivent pouvoir prospérer et participer pleinement aux transitions évoquées, donc le digital, l'écologie. Sur le plan belge, la difficulté pour un ministre fédéral que je suis, c'est qu'en fait, cette partie a été en partie régionalisée, puisque vous savez que ce sont les régions qui sont en partie compétentes pour la politique industrielle, mais il reste des volets fédéraux sur lesquels nous pouvons agir. Alors, slide suivant. Au niveau, je vous invite à regarder simplement les têtes de colonne à gauche. Donc, les 5 axes sur lesquels, au niveau belge, on peut agir concrètement, c'est tout d'abord la recherche appliquée. Vous savez qu'il y a des axes, donc des leviers fiscaux sur lesquels on peut agir pour pouvoir encourager la recherche. Il y a aussi des volets régionaux, mais je n'en parlerai pas ici. Je ne suis pas ministre régional, mais c'est clair qu'on peut agir sur le plan fiscal. Mais on peut aussi agir, c'est le deuxième point, c'est sur la stratégie spatiale. Donc, j'ai eu la chance d'être ministre pendant le gouvernement de Sophie Wilmès, de la politique spatiale en Belgique. Et je dois vous avouer que la force de la Belgique sur le plan spatial n'est plus à démontrer. Nous sommes le 6e pays à l'ESA en termes de contribution nette, mais cela représente donc, comme vous le voyez, 559 millions de contrats entre 2015 et 2018. Donc, c'est de l'argent que la Belgique a mis sur la table
mais qui ont rapporté 642 millions de contrats en direct. Donc, ça veut dire qu'un euro investi obtient plus qu'un euro en retour direct, mais il y a aussi 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour des contrats avec des entreprises privées. Donc, c'est un effet de 1 pour 3, voire 1 pour 4 qui est obtenu grâce à cette politique. 6 400 emplois. Et là, je pense qu'il faut s'inspirer de ce que l'on fait au niveau spatial, puisque l'Agence spatiale européenne, ce qui est différent de la Commission européenne, c'est en fait un peu du confédéralisme. C'est-à-dire que chaque pays investit 1 euro dans l'ESA et obtient en retour un contrat pour au moins 1 euro affecté à des entreprises de son pays. Alors, vous allez me dire, c'est un peu protectionniste comme système. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais l'intérêt de cela, c'est que cela garantit quand même que des entreprises obtiennent des contrats à haute valeur ajoutée et peuvent devenir des champions. Et quand ces champions ont une force importante, ensuite, sur le marché mondial, ils peuvent, et notamment au travers des contrats avec la Commission européenne ici, peuvent obtenir des contrats, mais aussi avec d'autres parties du monde, et ils ont donc pu bénéficier des retours financiers de l'ESA pour ensuite pouvoir être forts sur le plan international et conquérir des marchés. Donc, il y a un mélange de protectionnisme et de marché public qui est assez intéressant à creuser. Donc, la leçon, c'est de dire il faut que l'Europe arrive à créer des champions qui ensuite, quand ils sont forts, peuvent conquérir les autres parties du monde. Et ça, c'est une des leçons que j'ai retenues, notamment en travaillant sur le plan spatial pendant une année. Troisième point sur lequel le fédéral peut agir, c'est soutenir les investissements. Donc, le vert est souvent, les investissements écologiques durables sont souvent perçus comme des charges. Je prends un exemple, certaines usines doivent utiliser de l'eau qu'ils doivent retraiter plutôt que de l'eau qui vient d'un puits pour pouvoir notamment teindre de la teinture sur des vêtements, etc. Et donc, de l'eau, qu'elle vienne d'un puits ou qu'elle vienne d'une source de la Meuse, par exemple, ça reste de l'eau. Mais pour des raisons écologiques, on comprendra aisément que l'on va demander à ces entreprises de pouvoir prendre de l'eau qui vient des rivières plutôt que de salir de l'eau qui a été puisée. Mais c'est un coût important pour cette entreprise. Et donc, je crois que nous devons, au niveau fédéral, soutenir des investissements verts, mais qui ne seraient pas nécessairement faits pour des raisons de compétitivité. Parce qu'en règle générale, les entreprises investissent pour être plus compétitives. On doit les aider, évidemment. Mais si on ne les aide pas à faire des investissements verts, alors je crois qu'ils ne les feront pas spontanément. Et donc, nous devons focaliser sur ces investissements qui permettent d'apporter une plus-value écologique ou durable aux entreprises, mais qu'ils ont parfois un peu tendance à ne pas faire parce que ça n'est pas immédiatement rentable. Donc, en tout cas, un soutien aux investissements me semble fondamental et c'est notamment l'objet du plan de relance. Alors, il y a un quatrième axe, c'est la formation. Donc, vous savez que c'est très important que l'on puisse agir sur la formation. Bon, ici, là, le paysage belge est de nouveau partagé puisque ce sont souvent les communautés qui sont responsables, mais il y a un constat majeur, c'est que ce sont un manque d'ingénieurs, un manque de formation scientifique sont pénalisants pour le paysage économique de notre pays. Et enfin, un quatrième axe sur lequel on peut agir, ce sont les marchés publics. Je crois qu'en effet, on a trop souvent eu recours à des marchés publics qui utilisaient finalement le prix le plus bas au détriment parfois d'un retour social ou d'un retour environnemental qui permettait de créer en tout cas des retours sur les marchés d'entreprises qui pouvaient en bénéficier. Donc, en d'autres termes, vouloir toujours le prix le plus bas n'est pas nécessairement le plus rentable sur un plan sociétal. Et je crois qu'à l'avenir, il va falloir revoir la loi sur les marchés publics. J'ai été bourgmestre pendant 20 ans, je le sais par ailleurs. C'est pour permettre aussi à ce que d'autres critères soient pris en compte dans le choix des entreprises et notamment que ce soit peut-être des PME ou des entreprises locales. Alors, le slide suivant. Donc, maintenant, j'ai balayé la première partie de mon exposé qui concernait la politique industrielle et les axes sur lesquels on peut agir au niveau européen et au niveau belge.
Maintenant, je vais vous parler du plan de relance et d'investissement. Donc, fort de ce constat-là, le fédéral et les régions se sont entendus pour pouvoir remettre, je crois, voilà, donc c'est ce plan, c'est ce slide-là, voilà, merci. Fort de ce constat-là, le fédéral et les régions se sont entendus le 30 avril pour remettre à la Commission européenne un plan global qui a été coordonné entre les régions et le fédéral de 6 milliards d'euros, notamment 1,3 milliard au niveau fédéral, 4,7 au niveau des communautés et des régions. Donc, c'est remarquable que l'on ait pu s'entendre et coordonner un tel travail. Et nous avons d'ailleurs été salués par la Commission pour la rapidité avec laquelle on a pu remettre ce plan. Et donc, dans ce plan de 6 milliards d'euros, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un axe digital et un axe durable sont les axes qui sont mis en avant par l'Europe, qui ont été privilégiés. Et il y a, au niveau fédéral notamment, mon collègue Gilles Guinet qui a déposé des investissements pour la mobilité au niveau du rail, mais il y a des projets aussi énergétiques, en tout cas dans les transports d'énergie. Et en ce qui me concerne, j'ai pu, notamment sur la partie entreprise, obtenir quatre projets qui sont en fait principalement, qui tournent autour des indépendants et des entreprises. Le premier, c'est la digitalisation de l'INASTI. Alors vous allez me dire, ça n'aide pas directement les entreprises, on est bien d'accord, mais vous êtes bien conscient aussi qu'il y a une surcharge administrative qui est sans cesse demandée et que si l'on arrive à pouvoir n'avoir plus qu'une seule base de données et des plateformes d'information qui se partagent les données de telle sorte à ce que les indépendants et les PME ne doivent plus remplir sans cesse des formulaires, ce sera une avancée majeure parce qu'on se plaint souvent de cette surcharge administrative. Donc, ce sont 10 millions qui ont été obtenus pour ce projet. On a un projet d'économie circulaire qui a également été retenu et c'est vraiment pour permettre de soutenir le recyclage, la valorisation des sous-produits ou en tout cas de ce que l'on appelait antérieurement des déchets qui deviennent ensuite de nouveaux produits de base pour de meilleurs process. Donc, vous connaissez le système de l'économie circulaire, mais là, ce sont près de 30 millions qui vont être mis en place pour sensibiliser, informer, aider les entreprises à passer le pas. Sachez qu'au niveau régional, il y a des étapes suivantes qui ont été mises en place. Donc, c'est une politique qui est amenée à être de plus en plus soutenue par les pouvoirs publics pour qu'on ait de moins en moins de déchets, notamment dans notre pays. Alors, vous avez un problème qui est de plus en plus important. Si vous avez regardé le JT, vous avez entendu que le ministre de l'Intérieur a été cyber-attaqué pendant plusieurs mois. Et donc, c'est la problématique de la résilience des PME à la cyber. Donc, on voit de plus en plus d'attaques des entreprises, de piratage des entreprises, de vol de données, surtout des entreprises qui ont des données à caractère stratégique. Et donc, là, on pense qu'il y a une aide à apporter aux entreprises pour pouvoir les préparer, les informer, les sensibiliser. On va mettre en place un cyberscan, donc c'est un outil d'auto-évaluation qui permettra aux entreprises de savoir où elles se situent dans ce marché. Et un peu dans le même genre, on va également mettre en place une campagne pour démystifier l'intelligence artificielle, parce que l'on voit aussi, on l'a vu avec le Covid, nos entreprises ne sont pas toujours prêtes à affronter la digitalisation. Et l'étape suivante, ce sera l'intelligence artificielle. Donc, il est important qu'on puisse prendre les devants et donc on va aider nos entreprises à travers cela. Alors, il y a encore d'autres projets, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, dans le même genre de simplification administrative, on va digitaliser l'AFSCA. Vous savez, tous nos artisans sont confrontés à de fréquents contrôles de l'AFSCA et donc on va pouvoir digitaliser et rendre tout cela plus simple. Voilà, je ne vais pas vous parler des réformes en termes de statut social des indépendants, mais sachez qu'elles sont également prévues, notamment la pension et les fins de carrière qui seront évoquées dans cette mesure-là, parce que l'Europe a demandé, pour pouvoir octroyer cet argent, les 6 milliards, elle demande qu'il y ait aussi des réformes qui soient mises en place pour pouvoir rendre notre pays plus compétitif. Alors, un autre volet donc, dans cet axe-là, c'est le plan de relance et d'investissement. Vous devez savoir que la crise du Covid a montré qu'il y avait beaucoup
de problèmes de solvabilité pour toute une série d'entreprises et des difficultés à pouvoir trouver des financements, notamment à cause de la crise du Covid, mais même dans certains cas en dehors de cela. Et donc, on vient de mobiliser un fonds de transformation de 750 millions d'euros. Donc, ce sont des montants importants qui sont mis sur la table pour permettre aux entreprises impactées par le Covid de pouvoir aller demander des financements, des recapitalisations pour lutter contre leurs problèmes de solvabilité. Il y a 500 millions pour des projets classiques et il y a 250 millions pour permettre une transition écologique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi mieux soutenir les entreprises qui doivent subir ou en tout cas affronter la transition écologique. Donc là, ce sont des montants importants qui sont dans les mains de la SFPI et qui vont être octroyés sur base de dossiers. Donc, il faut que chaque entreprise dépose un dossier, montre qu'elle a besoin de solvabilité et elle obtiendra une aide. Alors, c'est un peu, vous allez me dire, c'est un peu en concurrence avec la Sowalfin en région wallonne, la SRIB, je pense, à Bruxelles. Mais ici, on vise quand même des entreprises qui auraient un volet d'action nationale. Donc, par exemple, des entreprises qui sont actives à la fois en Flandre, à Bruxelles et en Belgique, ou à Bruxelles, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, ou alors en Wallonie et à Bruxelles, donc qui aura un caractère un peu multirégional. Parce qu'en effet, c'était un problème par ailleurs. Les entreprises qui étaient à cheval sur plusieurs régions n'étaient pas nécessairement soutenues par une ou l'autre région, et ça nécessitait des problèmes de coordination. Donc, ce sont des montants importants qui sont prévus pour cela. Et donc, les mesures, comme je l'ai dit, viseront à accroître le potentiel de croissance et de l'entrepreneuriat. Alors, un volet important, le troisième chapitre de mon intervention, ça concerne la promotion de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprise. Donc, ici, ce sont toute une série de mesures qui vont dans le même sens, c'est-à-dire soutenir les entrepreneurs. Et donc, on pense qu'il y a évidemment l'amélioration du statut social des indépendants. Vous avez vu que l'on a récemment pris des mesures pour supprimer le coefficient de correction des pensions. Vous savez que les indépendants étaient pénalisés dans le calcul de la pension puisqu'on ne reprenait que 60% de leur cotisation quand on calculait leur volet de pension. Donc, dorénavant, à partir de cette année, c'est la totalité de la cotisation qui est prise en compte dans le calcul de la pension. Donc ça, c'est aussi une manière de rendre plus attractif l'entrepreneuriat, c'est en ayant la garantie d'avoir une pension plus grande que ce qu'elle est actuellement. On a aussi augmenté les plafonds, donc de telle sorte à ce qu'il y ait 9% d'augmentation ces 3 prochaines années au niveau des pensions minimales. Alors, on a aussi constaté qu'il y avait des publics qui étaient sous-représentés au niveau de l'entrepreneuriat, principalement les femmes et les jeunes, mais aussi les personnes d'origine de la diversité. Et donc, on a mis en place des programmes qui visent à soutenir ces entrepreneurs, donc notamment un soutien à l'entrepreneuriat féminin au travers de projets de réseautage. Donc, ici, je salue votre réseau qui est actif et depuis de très nombreuses années, mais il faut quand même bien remarquer que malheureusement, encore trop peu de femmes participent à ce genre de réseau. Et donc, on va soutenir les réseaux féminins pour qu'ils puissent plus accroître leur implication auprès des femmes entrepreneurs. Alors, il y a également des mesures pour soutenir l'entrepreneuriat de la diversité. On constate en effet qu'il y a une carence à cet égard et qu'il faudrait pouvoir y remédier. Et on a mis en place les mesures pour les jeunes, c'est-à-dire les mesures pour les étudiants entrepreneurs, donc des jeunes de 18 à 25 ans qui peuvent se lancer comme indépendants, mais qui cumulent avec le statut d'étudiant. Ça fonctionne depuis 2019, mais on constate que c'est un succès, puisque déjà 9000 étudiants sont actifs dans ce système. C'est une hausse de presque 14% par rapport à 2019. Et donc, c'est à la fois positif parce que ce sont des jeunes qui gagnent aussi un peu d'argent pour pouvoir
mieux gagner leur vie à cette période de leur vie, mais cela permet aussi de pouvoir suivre des études et de se lancer ensuite de manière en ayant une formation plus grande en tant qu'entrepreneur. Et donc, on se réjouit de voir ce succès auprès des jeunes. Et donc, on se dit que l'esprit d'entreprise est aussi présent chez les jeunes. Alors, on a aussi toute une série de mesures de soutien, mais que je vais passer, puisque c'est évidemment les incubateurs qui doivent être mis en avant, mais ce sont des mesures souvent régionales. Et donc, je empiète un peu sur les compétences de mes collègues, mais je crois que nous devons avoir à l'esprit que nous devons mettre en avant le succès. On a trop souvent, en Belgique et en Wallonie en particulier, on n'est pas suffisamment fiers de nos réussites et on voit souvent l'indépendant ou l'entrepreneur comme quelque chose de négatif, alors que l'on devrait, comme dans d'autres pays, être beaucoup plus fiers de nos succès. Donc, c'est un des éléments sur lesquels je compte aussi agir indirectement. Enfin, nous avons la volonté d'agir au niveau des activités locales. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose à faire d'important au niveau de l'artisanat, parce qu'on voit qu'il y a encore trop peu d'artisans qui sont reconnus comme étant de véritables artisans. Il y en a à peine 1500. Et donc, nous avons la volonté de pouvoir revaloriser le statut de l'artisan, mais aussi de le mettre en valeur. Donc, il y a la journée de l'artisan, il y a les vitrines de l'artisan, toute une série d'éléments que l'on compte revaloriser, mettre en avant pour souligner le travail de nos artisans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la proximité, mais aussi les circuits courts et l'économie circulaire sont des éléments qui sont demandés par les citoyens aujourd'hui. Et je crois qu'une des manières d'avancer à cet égard, c'est de souligner le travail et la valeur et valoriser le travail de nos artisans. Et donc, nous allons aussi faire la promotion de ces business models parce que je pense que c'est une des choses qui est soutenue par l'Europe et vers laquelle on doit aller. Alors, le rôle des autorités, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas croire que le privé et le public sont voués à être l'un contre l'autre. Au contraire, on doit travailler main dans la main. C'est un indépendant pendant plusieurs années qui vous le dit. Je crois que le fédéral, les régions et le privé doivent travailler ensemble et notamment se soutenir et orienter. Alors, ce n'est pas l'État qui doit évidemment prendre les décisions pour savoir quel sera le marché de demain. Mais par contre, on peut aider en soutenant les dynamiques qui sont mises en place, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la digitalisation ou la durabilité, qui sont des axes sur lesquels le fédéral et les régions doivent pouvoir soutenir les initiatives prises. Voilà, je vous l'ai dit, je préfère être rapide dans la présentation, mais être à votre disposition pour les questions. Donc, je conclus en disant que cette crise du Covid est évidemment difficile, mais doit être vue comme une opportunité de pouvoir se relancer de manière ambitieuse, innovante et cohérente. Les indépendants et les PME joueront un rôle majeur dans l'avenir de notre économie et de notre pays. Et pour cela, il faudra agir, me semble-t-il, sur les aspects industriels, tant au niveau européen qu'au niveau fédéral que régional. Les plans de relance et d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, doivent être présents et les montants financiers doivent être à la hauteur des demandes et des attentes. Il faudra promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise d'une manière générale, et ce, en bonne entente avec les régions, puisque vous savez que ces matières sont partagées, et des initiatives aux activités locales, comme les artisans, sont également des éléments importants de ce que nous devons mettre en place au regard des attentes des citoyens qui sont grandes au sortir de cette crise. Voilà, M. Wittouk, en quelques minutes, un résumé un peu de la politique que nous comptons mettre en œuvre au niveau fédéral. Ton micro, Bruno. Pardon. Un tout grand merci, Monsieur le Ministre, pour cet exposé clair et complet. Et j'ai peut-être déjà l'une ou l'autre question qui viennent de m'être transmises.
c'est que vous prenez l'exemple de l'ESA, mais bon, au niveau de l'ESA, on a effectivement des gens qui ont des niveaux de formation super élevés. Vous parlez aussi de formation et de reconversion. Bon, avec cette crise, il y a effectivement un certain nombre de gens qui se sont retrouvés ayant perdu leur emploi. Parfois des gens qui ont des niveaux de formation relativement faibles, avec des carrières parfois très très longues. Et vous parlez de partenariat public-privé. Je ne vous cache pas que moi j'accompagne une cinquantaine de personnes en coaching de outplacement. Et quand elles doivent s'adresser dans les agences locales pour l'emploi, le forum, etc., elles sont souvent des personnes devant les abonnés absents. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'apporter quelque chose à des gens qui n'ont pas un bac +5, +6, +7, mais qui sont quand même sur le marché de l'emploi et qui ont une expérience professionnelle indéniable? Oui, vous avez raison de dire qu'en effet, au niveau spatial, les profils sont évidemment très forts et très hauts. Mais par exemple, je constate quand même qu'il y a des secteurs, comme je vais prendre la construction, qui est un secteur que je connais bien, où il y a énormément de recherche de travailleurs et où il ne faut pas nécessairement une formation très importante pour trouver du travail. Et donc, je crois que c'est avant tout un problème d'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Donc, il est clair qu'il y a toute une série de personnes qui perdent leur travail et qui ont peu de formation, mais qui devraient pouvoir, et ça c'est l'outil des régions, hein, évidemment, le Forum, les ALE, l'Orbem, c'est vraiment leur travail, c'est de les inciter à suivre des formations qui permettent de trouver un emploi. Et donc aujourd'hui, dans la construction, on recherche même, par exemple, simplement des gens qui ont leur permis camion. Et donc, ça n'est pas nécessairement une formation très, très complexe, mais je crois qu'il y a là un vrai travail à faire au niveau des régions pour, pas forcer évidemment, mais en tout cas permettre à ce que les personnes qui ont peu de formation puissent facilement passer d'un secteur à l'autre. Et donc, je pense que là, vous avez raison de souligner qu'il y a un défi au niveau des agences régionales qui n'est pas vraiment satisfait aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec vous. Comme vous l'avez souligné, Churchill nous a suggéré de ne pas gaspiller une bonne crise. Certains réfléchissent à de nouveaux modèles pour sortir de l'hypercapitalisme. Et la question, c'est n'est-il pas temps de penser à promouvoir le renforcement du système des coopératives de production comme les SCOPS en France, qui disposent d'avantages fiscaux importants, et ce serait applicable même à des publics peu formés. Mais écoutez, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous venons de déposer sur la table du gouvernement la réforme de la directive UTP. Et donc, c'est une introduction pour vous dire que un des plus gros acteurs dans ces secteurs, c'est une coopérative qui produit des fruits et des légumes. Et elle a atteint un capital qui est tel qu'elle est largement au-delà de toutes les autres entreprises belges, à part InBev, si on considère encore InBev comme étant belge. Mais je veux dire, en effet, il y a des coopératives, il y a d'autres modèles qui ont un potentiel économique important. Je cite cette coopérative-là en lien avec les fruits et légumes et l'agriculture. Donc, moi, je n'oppose pas les uns aux autres. Et je pense qu'en effet, à certains égards, avoir d'autres formes c'est pour ça que Koen Geens avait notamment fait cette réforme du droit commercial, donc de telle sorte à ce qu'il y ait une plus grande variété d'entreprises qui apportent parfois une stabilité plus grande
dans leurs produits. Et donc, le modèle des des coopératives est une piste à suivre. Moi, je ne suis pas opposé à cela, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout régler par des systèmes de coopératives. Donc, c'est une forme de cohabitation qui doit pouvoir être sereine, en évitant évidemment la compétition, en tout cas déloyale. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait non plus une concurrence déloyale qui soit menée, parce qu'il faut aussi qu'on puisse comparer les entreprises les unes aux autres en termes de fiscalisation. Mais sinon, moi, je ne suis pas du tout fermé à ce qu'il y ait des coopératives qui soient plus actives sur le marché. Ça ne me pose aucun problème, au contraire. Je vois que M. Bonnard, Vincent, a levé la main. Je vous invite à poser votre question au ministre. Monsieur le ministre, vous m'entendez? Oui. Oui. Permettez-moi d'être provocant. Moi, je suis un économiste, je suis à la retraite, et donc votre discours, je le comprends très bien. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appris. Il faut relancer, donc on a une crise, il faut relancer la machine. Quand j'explique ça à mon fils qui a 40 ans, qui est aussi un économiste, il me traite d'imbécile et il me dit « Papa, tu n'as rien compris. L'urgence climatique, c'est là qu'il faut investir et ça va créer des emplois et ça va créer des effets de retour 1, 2, 3, 4. Et de toute façon, on n'a pas le choix. » Or, bon, ici, dans votre paragraphe, on dit oui, investissement vert, en disant il faudra faire des petits accompagnements, des incitants fiscaux, alors que lui, il prend le problème dans l'autre sens. Alors non, il faut investir massivement, ça va relancer l'économie, ça sera une politique de grands travaux, mais qui est indispensable en plus. Voilà. Bon, c'est un peu provocant comme message. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, j'ai dit clairement que l'Europe pousse deux axes, hein, la digitalisation et la transition écologique. Donc, c'est vers cela qu'on va. Et donc, par exemple, dans le volet fédéral, les 1,3 milliard, plus de la moitié vont au chemin de fer. Et donc, vont pour la mise en œuvre de trains. Et donc, c'est une mesure très écologique. Moi, je pense en effet qu'il faut aller dans ce sens-là, mais il faut aussi être cohérent parce que aujourd'hui, on va investir plusieurs centaines de millions chaque année pour créer des centrales au gaz, parce qu'en fait, on a décidé de fermer, les écologistes ont décidé de fermer les centrales nucléaires. Donc, on va investir massivement en matière écologique, mais on sait aussi que ça va créer des gaz à effet de serre. Donc, il faut être cohérent et il faut aussi savoir qu'il y a des investissements massifs qui sont mis en place pour soutenir sur le plan énergétique, le gaz, mais aussi les éoliennes en mer du Nord. On investit plusieurs centaines de millions chaque année pour mettre des éoliennes en mer du Nord. Donc, je pense que oui, ça crée de l'emploi, mais il faut que la transition soit aussi supportable pour les finances publiques et aussi, un emploi vert ne doit pas nécessairement être créé au détriment de deux emplois gris. Et donc, il faut pouvoir avoir une transition qui soit la plus douce possible. Et si on veut forcer les choses, on risque d'avoir d'autres pays qui vont devenir beaucoup plus, sur le plan économique, beaucoup plus rentables et qui vont nous concurrencer de manière importante. Donc, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je pense qu'il faut certes investir dans le vert, mais il n'y a pas que le vert qui doit pouvoir être soutenu dans ce pays. Je pense qu'il faut soutenir aussi toutes les entreprises qui sont fortes. Le pharma, par exemple, le pharma en Belgique est un secteur qui est très important. Sur le plan écologique, je ne pense pas que cela ait un impact, mais je pense qu'il faut soutenir aussi. Donc, il ne faut pas, parce que j'entends beaucoup, sans doute des collègues de votre fils, qui disent qu'il faut, en effet, l'urgence est telle qu'il faut tout abandonner et n'investir que dans le vert. Moi, je me dis, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut aussi soutenir des secteurs qui, sur le plan économique ou sur le plan social, sont importants. Donc, oui, mais pas que. Voilà un peu la réponse que j'ai envie de faire à votre question un peu provocante. Oui, oui, je lui ai dit un peu la même chose. Il m'a dit, mais papa, il y aura plus d'œufs dans le panier. Oui, mais bon, vous savez, il ne faut pas non plus, je pense qu'il ne faut pas non plus nécessairement dramatiser. On a des politiques ambitieuses. En Europe, on est le continent le plus ambitieux sur le plan climatique. Et je pense que
il ne faut pas non plus être nécessairement pessimiste. Moi, je suis optimiste dans la vie et je crois qu'il y a dans l'intelligence humaine toute une série de solutions qui sont apportées aujourd'hui et qui font qu'on regardera peut-être ces éléments-là dans le futur avec un peu de sourire. Donc, il faut rester calme et ne pas paniquer. Merci, merci. Mais n'oubliez pas que vous êtes plus jeune que moi, hein. J'ai une question. Comment anticiper les limites du tout au numérique, pollution, consommation de minerais, conditions de travail? Ne fait-on pas l'erreur de passer d'une dépendance à une autre? Et ne devrions-nous pas aller vers une indispensable sobriété? Oui, mais la sobriété, c'est en fait beaucoup de gens la prônent et tout le monde dit il faudrait être sobre. Les jeunes manifestent pour le climat et puis quand on a des manifestations, on constate que ce sont là qu'on retrouve le plus de canettes au bord de la route. Et donc, oui, la sobriété, tout le monde la prône, mais très peu le font. Donc, on doit aussi être. Moi, je suis un humaniste avant tout, et je pense que l'être humain doit pouvoir vivre de manière heureuse et la sobriété, tout le monde n'est pas prêt à la faire. Maintenant, ceux qui veulent vivre dans la sobriété, ils ont tout à fait le droit de le faire. Je suis avant tout un libéral. Mais donc, je pense qu'il y a moyen de développer sur le plan numérique, puisque c'est ça la question, des outils qui permettent quand même de conserver une certaine liberté, parce qu'en effet, on constate que avec l'apparition des GAFA et autres, on perd, c'est la servitude volontaire. Hein. On donne soi-même les informations à Facebook, on donne soi-même les informations à Google. Et donc, il y a là, en effet, des garde-fous à mettre pour protéger aussi la vie privée et aussi permettre à ceux qui ne souhaitent pas de pouvoir garder une certaine liberté. Donc, ce sont des enjeux majeurs. Hein. Vous avez raison, le numérique, c'est magnifique, mais c'est aussi une emprise sur votre vie privée colossale. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre à cet égard. Et les débats qui ont lieu autour du RGPD, mais autour d'autres éléments de cette sorte au niveau européen, sont importants. On voit aussi que quand on voit comment les Chinois traitent les GAFA chinois, on peut aussi s'inquiéter. Vous avez vu récemment que les grands Jack Ma et autres ont été remis à l'ordre par la Chine. On voit qu'il y a des enjeux colossaux qui se passent au niveau mondial à ce niveau-là. Et donc, voilà, moi je suis pour que l'on soit prudent, mais je crois que le numérique, aujourd'hui, malheureusement, il faut vraiment en tenir compte dans l'organisation de votre entreprise au jour le jour, parce que on l'a vu, ceux qui étaient équipés sur le plan numérique ont pu mieux résister, en tout cas plus rapidement se réinventer pendant cette crise du Covid. C'est pour cela qu'on met en place des aides. Mais il faut en effet ne pas tomber dans le tout numérique et être finalement prisonnier de cette situation. Donc c'est une question d'équilibre, c'est assez difficile à expliquer. J'ai vu que Patrick Faniel avait levé la main. À toi, Patrick. Oui, merci Bruno. Monsieur le ministre, à propos justement de changement, de digitalisation, etc., je vais descendre à un niveau de détail assez élevé. Beaucoup de PME, durant cette période, ont forcément souffert et ont dû, comme vous dites, se réinventer. Et on ne repart pas sur la situation d'avant la crise. On arrive dans un domaine qui est complètement différent, une manière de travailler différente, des processus différents. Et beaucoup de ces PME ont mis une partie de leur personnel au chômage Covid, soutenu par les autorités. Mais il va arriver un moment où ce chômage ne sera plus possible et elles ont un nouveau modèle, elles ont épuisé leurs réserves et donc reprendre ces personnes va leur poser un problème important. Elles n'auront pas la capacité de les payer. Elles sont viables dans le nouveau modèle, la situation actuelle, mais en reprenant ces personnes, elles ne le seront plus.
Et les licenciés poseraient exactement le même problème de cash. Donc, dans les deux cas, on a un peu l'impression que ces entreprises qui sont aujourd'hui viables dans le nouveau modèle sont amenées à faire faillite si on ne trouve pas une solution pour les personnes qui ne sont plus, entre guillemets, adaptées au nouveau modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat que nous menons au niveau du gouvernement depuis déjà un certain temps, parce qu'en effet, la question, c'est de savoir jusque quand allons-nous maintenir les aides de soutien, telles que par exemple le chômage, le chômage temporaire, comme vous venez de l'expliquer fort bien, ou même les droits passerelles. À un moment donné, à quel moment est-ce que l'État doit se retirer? Je pense qu'il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt pour se retirer. Et donc, la décision du gouvernement récemment a été de dire qu'on prolongeait jusqu'à fin septembre les mesures, de telle sorte à ce qu'on puisse permettre une reprise la plus grande possible de travailleurs et de secteurs, que l'on puisse accompagner les entreprises dans leur reprise. Mais ensuite, tant au niveau du chômage temporaire que du droit passerelle, mon collègue Dermagne et moi-même travaillons pour avoir une transition pour sortir de là. Donc, je pense qu'avant la fin de l'année, certainement, ces deux systèmes-là auront évolué vers des systèmes évolutifs, parce qu'à un moment donné, vous avez raison, l'État arrêtera de soutenir, et donc on retombera sur les systèmes classiques de chômage classique pour les travailleurs. Mais la question des préavis, évidemment, est une question importante, parce que ça pose la question de savoir les payer. Et donc, on a différentes pistes sur la table, notamment éventuellement une prise en charge partielle des préavis, ou en tout cas un accompagnement des entreprises. Mais ça n'est pas encore, on n'a pas encore tranché aujourd'hui cette question-là. Mais sachez qu'on est vraiment bien conscient qu'une sortie trop brutale serait difficile, mais un prolongement ad vitam n'est pas possible non plus. Donc, on a vraiment un débat sur savoir quand faut-il se retirer. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il faudra certainement aller jusqu'à la fin de l'année avec les mesures d'aide et de soutien, parce que manifestement, certains secteurs, l'événementiel, par exemple, ne va pas pouvoir retrouver, et je parle évidemment s'il n'y a pas une quatrième vague à l'automne, hein, on est bien d'accord, mais je pense qu'avec la vaccination, on n'aura pas de quatrième vague à l'automne. Mais s'il n'y a pas de quatrième vague à l'automne, alors même les grands événements, etc., auront pu reprendre avant l'hiver, et donc on devrait avoir retrouvé sur le plan économique en tout cas une situation à peu près normale fin de l'année, et donc pour l'année prochaine un retrait des mesures serait à peu près normal. En tenant compte, comme vous le disiez, que la situation peut être très différente. Ce n'est pas une situation normale vers laquelle beaucoup d'entreprises vont aller. Vous parlez de l'événementiel, par exemple. Je vais prendre un exemple. L'événementiel des grandes conférences, vous voyez, sur des sujets, on participe tous à ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est complètement modifié et on ne va pas retourner nécessairement vers du présentiel demain. Et donc, il y a toute une structure qui faisait partie des entreprises d'hier qui n'est plus du tout adapté à l'entreprise de demain parce que le modèle a changé. Et là, même si les aides s'arrêtent, le problème se pose avec toutes les personnes et toute la structure qui est toujours présente, qui est soutenue, mais qui ne sera plus utile à ces sociétés, vous voyez? Oui, dans l'aviation, par exemple, ils estiment qu'ils retrouveront une situation normale fin 22. Oui, Donc, oui. ils devraient encore être aidés toute l'année 2022. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons prévu ces 750 millions qui sont composés de 500 millions classiques et 250 millions verts, disons, pour justement aider en solvabilité les entreprises qui seraient en difficulté dans le courant de cette année et de l'année prochaine. Mais là, on vient avec des mesures qui sont quasiment individuelles. Vous voyez, à ce moment, on n'est plus dans des mesures sectorielles ou des mesures qui touchent tout le monde. On arrive à carrément des réponses quasiment individuelles, et il y aura, on en est conscient aussi, il y aura certaines entreprises qui ne survivront pas. On en est conscient, et ma foi, on espère qu'il y en aura le moins possible. Mais donc, je pense qu'on va arriver avec des solutions de plus en plus chirurgicales pour aider ces entreprises qui ont besoin d'être soutenues plus longtemps. Mais par contre, certains secteurs qui ont pu ouvrir vont très rapidement retrouver une activité quasi normale, et on espère qu'elles n'auront plus besoin de soutien pendant trop longtemps. Donc, on sait que ça va encore coûter très cher, hein. Il faut être bien conscient que les mesures de soutien coûtent très cher, mais on espère, parce que c'est ça
la question fondamentale, c'est que l'Europe continuera à donner les souplesses budgétaires actuelles, parce que c'est clair que toutes les mesures de soutien que l'on a mises en place sont faciles à mettre en place parce qu'elles ne comptent pas dans la trajectoire budgétaire de l'État. J'ai été ministre du budget pendant un an, c'est ça qui fait qu'on a pu soutenir quand même de manière importante nos entreprises. Si d'aventure l'Union européenne, la Commission européenne venait à dire qu'à partir de telle date, toutes les mesures de soutien sont à prendre en compte dans la trajectoire budgétaire, ça changerait totalement l'attitude déjà du ministre du budget et du gouvernement. Donc, espérons que l'Europe nous garde encore des largesses budgétaires, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année. Pensez-vous que le plan de relance sera une opportunité saisie par l'Union européenne pour une plus grande intégration, ou bien chaque pays va essayer de renforcer ses propres champions nationaux dans le transport ferroviaire, la logistique, l'intelligence artificielle? J'aimerais compléter cette question par une intervention à cette tribune de Pierre Defraigne, donc directeur du Collège de l'Europe, que vous connaissez peut-être, qui disait « Un des drames de l'Europe, par exemple, est d'avoir réussi comme seul projet industriel Airbus ». Mais c'est un peu ce que je disais dans mon chapitre européen. Quand on voit comment les Chinois et les Américains mettent en place des plans de relance faramineux et qui agissent au niveau d'un continent, enfin pas d'un continent, on est un peu jaloux parce qu'au niveau européen, on voit tout de suite la fragmentation et même au niveau belge, hein, je vous ai dit 6 milliards, on est obligé de le couper en 4 en sachant qu'il y a les régions. Donc, c'est sûr que la cohérence et la volonté de pouvoir agir au niveau international sans frontières, c'est ça la clé de la réussite au niveau européen. Or, vous avez raison, je crains fort que les réflexes nationaux ne réapparaissent parce que le plan de relance européen, il donne des enveloppes à chaque État. Et chaque État ensuite fait son plan. Bon, il y a les guidelines généraux, hein, le vert et le digital, mais ensuite, bon, ça n'est pas nécessaire de se coordonner. Donc moi, je trouve, et c'est un peu ça l'objet de mon introduction, je trouve que l'Europe n'a pas une politique industrielle suffisamment forte. Parce que finalement, on en revient toujours à ça. À un moment donné, ce sont les entreprises, c'est les chaînes de valeur, c'est les approvisionnements qui font qu'on est en position de force ou de faiblesse quand survient une épidémie ou un autre problème. Et si on n'a pas la capacité de maîtriser ces chaînes de valeur et donc ces industries, à un moment donné, on est plus faible. Et donc, géopolitiquement, on est moins fort. Donc, je regrette un peu qu'il n'y ait pas une politique européenne plus fédérale, on va dire. Je pense que Thierry Breton y travaille, parce que j'ai entendu et j'ai lu récemment qu'ils étaient en train de réfléchir à une nouvelle politique industrielle, mais je n'ai pas vu venir encore. Et donc, c'est vrai que Airbus fait un peu office d'exception. Moi, j'ai pris l'ESA au niveau belge parce que je trouvais que c'était une belle illustration, mais vous avez raison, il faut que l'Europe soit plus structurante sur le plan de l'industrie, me semble-t-il. Je vois que Patricia de Smet trépigne d'impatience de poser une question. Non. Voilà. Oui, Monsieur le ministre, voilà, vous soulignez, je pense à juste titre, que nous avons besoin d'une Europe plus forte et nous aurons bientôt l'occasion de fournir des suggestions à l'Europe dans le cadre de sa prochaine conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, je crois qu'on a pu voir lors de cette crise qu'il y avait d'une part une Europe géopolitiquement très faible, une Europe qui ne savait pas non plus protéger ses entreprises de rachat. Et donc, quelles seraient au niveau structurel européen les suggestions que vous apporteriez pour que, effectivement, l'Europe permette une politique industrielle plus forte? Quel serait également ce qui est à faire au niveau numérique, puisqu'elle a mis en place certaines mesures, mais comment peut-elle aller plus loin?
Donc, est-ce que vous avez des suggestions et des pistes par rapport à cela? Ma deuxième question, c'est que on entend que Madame Trash, donc, qui est secrétaire d'État à la transition économique, travaille sur des nouveaux modèles inspirés de la théorie du donut, qui permettent d'une part d'avoir une économie prospère, mais en respectant un plancher social et un plafond durable. On va également vers de nouveaux types d'indicateurs ou un cadre de référence qui pourrait guider les entreprises à se positionner. Est-ce que ce sont des outils, des cadres de référence auxquels vous pensez également dans le cadre de tout ce qui est dit? Et ma troisième question, c'est l'éducation et la formation tout au long de la vie. Depuis des années, la Commission souligne que toutes les politiques qui ont été menées et les actions qui ont été menées sont extrêmement, n'aboutissent pas à des résultats, et que donc nous avons en Belgique et une culture où les élèves n'ont pas du tout le désir d'apprendre. Le taux en Belgique francophone est un des plus bas, et que tout ce qui est de l'ordre de la formation tout au long de la vie dans les entreprises est très faible. Donc, comment peut-on faire marcher ce qui n'a pas marché avant? Merci, Patricia. Donc, merci pour ces trois questions. Donc, la première, moi, je pense que l'Europe doit arrêter d'être naïve. Jusqu'à présent, on a été d'une grande naïveté à l'égard des autres pays, et on constate, par exemple, que l'Australie, récemment, a refusé que la Chine n'acquiert une de ses entreprises qu'elle considérait comme stratégique. Cela engendre évidemment des tensions avec la Chine, mais moi je trouve qu'à un certain moment, au niveau européen, on doit pouvoir mettre des barrières à des rachats d'entreprises stratégiques. Et donc ça fait partie intégrale de la réflexion qu'il y a à mener sur le soutien à une politique industrielle. Et donc, on doit arrêter d'être trop naïf. Et donc, c'est le genre d'action qui devrait pouvoir être mis en place au niveau européen. Vous me permettrez, vis-à-vis de la politique de Barbara Tracht sur les donuts, moi je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais à ma connaissance, nous n'avons pas ce genre de réflexion au niveau fédéral actuellement. Mais nous avons tout un volet sur l'économie circulaire qui est en train d'être développé avec la ministre Katabi et le ministre Dermagne, et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a notamment ce genre de réflexion. Alors, pour l'éducation, oui, ça n'est pas nouveau, malheureusement. On voit que, je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, qu'au niveau des STEM, donc des sciences, des technologies, de la chimie, de la physique, des mathématiques, des sciences de l'ingénieur, malheureusement, nous sommes beaucoup plus faibles que d'autres. Et donc, il y a un constat objectif qui est mis sur la table. Là, je suis malheureusement prêt à vous dire que ce sont des compétences de la communauté Wallonie-Bruxelles. Donc, moi, je n'ai pas suffisamment d'expertise pour pouvoir répondre sur cette question, mais je partage votre constat et je le déplore parce que malheureusement, cela se voit dans les résultats. Et j'ajouterais au niveau des langues et au niveau de l'informatique, on est aussi malheureusement, et là peut-être du côté wallon au moins plus que du côté flamand, mais on est aussi malheureusement un peu en retard. Or, ce sont aujourd'hui des compétences qui sont majeures, on l'a dit tout au long de cet exposé, le digital, il faut des connaissances en informatique, au niveau de tout ce qui est internationalisation, il faut connaître les langues, et au niveau de tout ce qui est numérique, etc., il faut maîtriser les STEM. Donc, je n'ai pas de suggestion malheureusement à vous donner, mais je constate par exemple que ma collègue Glatini est en tout cas en train de travailler pour réformer le niveau supérieur des études et pour finalement permettre que les candidatures, excusez-moi de parler encore en candidature, ne se fassent plus qu'en 3 ans, et les licences, le master en 3 ans également, ce qui est finalement un peu de bon sens, parce que ce que j'avais pu entendre de la manière dont les choses se faisaient dans l'enseignement supérieur, on pouvait indéfiniment rester en première et parfois arriver en 3e sans avoir nécessairement réussi sa première. C'était quand même pas une image qui a été source
d'efficacité, en tout cas, me semble-t-il. Donc, j'ai l'impression que le travail de Valérie Glatini va dans le bon sens. Et alors, pour les nouveaux indicateurs, là non plus, je n'ai pas l'impression que l'on ait prévu dans l'accord de gouvernement de travailler sur de nouveaux indicateurs. On reste sur les classiques PIB et autres. À ma connaissance, je n'ai pas vu ou lu dans l'accord de gouvernement quelque chose à cet égard. Un grand merci. J'ai une question ou une réflexion qui pourrait allier redéploiement de l'emploi et écologie. Dans les accompagnements que je fais, j'accompagne quand même beaucoup de dames issues du monde du prêt-à-porter qui ont été licenciées d'une grande chaîne flamande et puis qui entre-temps a fait faillite. Et me disent, mais moi, je n'ai jamais retrouvé du boulot parce qu'aujourd'hui, tous les gens achètent leurs trucs via Amazon, via machin truc et machin prol et digital. Constat, c'est que, les petits commerces et de proximité perdent de la clientèle. Et autre constat, c'est qu'au niveau écologique, les cartons, les crasses, les allers-retours et les transports, quand un camion apporte des tringles de vêtements chez votre marchand de costumes, il vient avec un camion et 1000 costumes. Quand le camion doit se déplacer devant chez vous, il vient avec un costume pour une personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là? Mais justement, il y a deux choses, parce que ça, c'est un élément sur lequel on travaille. Donc, deux choses. La première, c'est qu'il faut que les commerçants soient également prêts à faire eux-mêmes un peu de digital. Et donc, on a vu, par exemple, certains commerçants ont simplement utilisé Facebook, des commerçants locaux, pour vendre et ont pu sauver une partie de leur activité grâce à cela. Donc, on est actif pour permettre tout d'abord même aux petits commerces de pouvoir se développer sur le numérique. Et je crois que ça commence à porter ses fruits. Je voyais une étude de l'UCM récemment qui disait qu'on voyait quand même augmenter de manière plus rapide maintenant la digitalisation des petits commerçants. Par contre, vous avez tout à fait raison sur le fait que sur le plan écologique, le local est beaucoup mieux que ce qui vient de l'autre bout du monde. Et donc, dans mon intervention tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était actif sur le plan local parce que on pense que l'économie circulaire, la mise en avant des artisans locaux, le fait qu'ils puissent eux-mêmes se développer sur le numérique et vendre à proximité, le fait qu'ils apportent un service, parce que je pense que dans le commerce, la solution du commerce, ça va être évidemment se digitaliser, mais si c'est pour faire comme Amazon, on n'y arrivera jamais. Par contre, les commerçants vont devoir développer un service, apporter une plus-value dans le futur s'ils veulent pouvoir résister à cette concurrence un peu déloyale qu'est Amazon, etc. Donc, je crois qu'ils devront veiller à maintenir leur plus-value qui est le service. Et puis alors, il faudra aussi veiller à taxer un peu de manière plus juste ces grandes plateformes numériques. Et vous savez que dans l'accord du gouvernement, il est prévu que l'on puisse taxer les GAFA, donc de telle sorte à ce qu'ils participent également au financement de l'État et que ce soit un peu moins, que ce soit une concurrence moins déloyale à l'égard de nos commerçants. Donc, il faut agir sur ces 4 niveaux-là, me semble-t-il, pour pouvoir donner des perspectives à nos commerçants. Je vois que M. Gattinara a levé la main. Je vous cède la parole et on écoute votre question. Merci beaucoup. Je voulais reprendre ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre. Afin de promouvoir l'esprit d'entreprise, une idée, ça serait d'avoir une meilleure justice fiscale pour les PME, qui sont la colonne vertébrale de l'emploi. Un exemple, il y a quelques années, Google payait 0,5% d'impôts. Les chiffres de 2019, c'est 0,04%. AB InBev paye 0,08%. Même si on compte les emplois indirects créés, 4, 5, 6 par emploi de multinationales, c'est quand même cher payé. Est-ce que vous êtes de l'avis qu'on devrait diminuer les impôts des PME ou augmenter les leurs?
c'est aussi une manière de relancer l'emploi. Moi, je n'ose pas embaucher quelqu'un parce que la situation est incertaine et parce que je paye 1000 fois plus d'impôts. Merci. Et donc, vous avez totalement raison d'évoquer cette question. Donc, je l'avais moi-même évoqué en 4e point du point précédent. Il faut faire les deux. Donc, avec le tax shift sous le précédent gouvernement, nous avons notamment diminué l'impôt des sociétés qui est passé de 24 à 21%. Donc, ça, c'était une diminution de l'impôt des sociétés. On a également diminué les cotisations sociales sur les travailleurs. Vous vous en rappelez dans le cadre du tax shift. C'est une manière de soutenir et d'encourager les entreprises. Mais je pense qu'il faut accompagner cela, en effet, d'une augmentation des impôts sur ces multinationales et donc les GAFA. Donc, dans l'accord du gouvernement, donc, qui regroupe cette partie donc, du gouvernement actuel, il y a cette taxe est prévue dans l'accord. Donc, il doit encore être rédigé, doit être coordonné au niveau européen, mais nous avons l'accord d'avancer là-dessus. Donc, il faut faire les deux pour moi. Et le volet PME a déjà été entamé sous le précédent gouvernement. Y a-t-il encore des questions? Je vois que André Bogart aimerait en poser une. Merci bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je me permets de revenir sur la question de la politique industrielle. Vous avez déploré qu'elle est un peu faible au niveau européen. Mais voilà, au niveau européen, on insiste toujours beaucoup sur la politique de concurrence et la politique commerciale. Ce sont deux choses pour lesquelles la Commission européenne a une sorte de monopole. Or, on a reproché, dans certains cas, à la politique de concurrence d'être un peu idéologique et d'empêcher certains regroupements qui auraient favorisé l'émergence de groupes européens tels que vous avez fait allusion à Airbus, justement, qui est un peu, malheureusement, le seul grand groupe, comme l'a dit Pierre Defraigne, au niveau européen, la seule réussite au niveau européen. De même, la politique commerciale, selon moi, devrait être mise au service de la politique industrielle parce qu'on voit bien, comme vous l'avez rappelé, les effets désastreux de la désindustrialisation, notamment en France, moins en Allemagne, semble-t-il, d'après les chiffres qui ont paru récemment. Mais donc, notamment au point de vue de l'autonomie qui est perdue, et on l'a bien vu en matière médicale. Donc, selon moi, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre au contraire la politique de concurrence et la politique commerciale, j'entends la politique du commerce extérieur, au service de la politique industrielle, renverser les priorités? Je sais que c'est presque qu'il faudrait toucher aux traités existants, mais selon moi, il faudrait profiter de la réflexion qui est en cours maintenant et qui a été demandée par la Commission européenne donc pour l'avenir de l'Europe, pour un peu lancer ce genre d'idée, donc donner la priorité à la politique industrielle, à la politique agricole d'ailleurs également, par rapport aux grandes politiques dont on nous rebat un peu les oreilles, politique de concurrence et politique donc commerciale. Merci bien. Merci beaucoup. Mais vous avez raison, M. Bogart. Avoir interdit la fusion de Alstom et de Siemens, par exemple, l'Europe se rend compte que ce fut une erreur majeure. Et donc, ils ont interdit la fusion de deux acteurs européens majeurs. Et aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Et donc, plutôt que de créer des champions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ESA qui permet, et entre nous, l'ESA, c'est un peu du confédéralisme. Hein, si vous voulez que je prenne une casquette, que je change de casquette, l'ESA, c'est du confédéralisme, c'est-à-dire que chaque État met en commun des éléments qu'ils veulent bien mettre, ils créent des champions et ensuite ils sont plus forts sur le plan. Donc ici, avoir interdit cette fusion a été, et je pense que l'Europe s'en est rendu compte, a été désastreux sur le plan des résultats et il faut maintenant en revenir à une alliance, comme vous l'avez dit,
et ne pas être naïf, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans d'autres pays, ça ne se serait jamais passé. Ils auraient en effet été heureux de voir la construction d'un acteur majeur mondial et ils auraient encouragé pour qu'il soit compétitif par rapport aux Chinois, aux Américains. Et nous, on a fait tout le contraire. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a des leçons incroyables à tirer de cet exemple-là. Donc, moi, je partage votre analyse et c'est d'ailleurs un peu ça que je voulais faire passer dans mon premier chapitre de mon intervention. Mais je vous avoue que c'est au niveau européen que cela se passe et que, en ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de levier, si ce n'est que de plaider ou d'intervenir auprès d'anciens collègues. Mais je crois qu'il y a vraiment une révolution importante à mener à ce niveau-là. Je vois que mon ami Jean Mossou aimerait poser une question. J'ai été rappelé à l'ordre par Vincent Bonnard à ce sujet-là. Monsieur le ministre, pour revenir au niveau fédéral, est-ce qu'il n'y a pas un gisement facile à mettre en œuvre, c'est de rendre le succès visible? Et je pense à de nombreuses entreprises wallonnes qui auraient grand bien à aller se promener à Courtrai ou à Roulers ou à Saint-Tron, et sans doute qu'inversement, un certain nombre d'usines flamandes pourraient découvrir qu'en Wallonie, il y a des pépites également. Et donc, est-ce que vous ne pourriez pas favoriser, je dirais, des mariages ou des rencontres, ce qui d'ailleurs pourrait aussi avoir un effet très important sur la stimulation? Non pas des STEM, mais je vous inviterai à prendre STEAM, l'acronyme STEAM. Et STEAM, c'est Science, Technology, Engineering, Arts et Mathématiques. Et si vous faites STEAM et South Korea, vous allez voir qu'ils ont fait toute la mutation. Ceci est une parenthèse. Mais ceci pour dire que aussi au niveau des enseignants et au niveau des jeunes, s'il y avait déjà plus de brassage au niveau de nos communautés, il y a là vraiment des leviers faciles, me semble-t-il, à dynamisation. Oui, mais je ne peux qu'abonder dans votre sens. Je vous avoue humblement qu'en tant que ministre de l'Agriculture, je suis allé à Zeebruges pour pouvoir, vu que l'AFSCA, évidemment, doit contrôler depuis le Brexit l'import et l'export de produits alimentaires de nos amis anglais. Et donc, en allant à Zeebruges, j'en ai profité pour aller visiter une usine de pommes de terre, de frites. Et donc, j'ai découvert en effet que la Belgique exportait, je crois que c'est 60% de ses frites. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bon, excusez-moi, mais la force peut-être des néerlandophones, c'est d'avoir créé un réseau, parce que de Zeebruges à cette usine de pommes de terre, tout le monde travaillait ensemble et d'une manière vraiment coordonnée. Et je trouve qu'il y a cet esprit où on s'aide, où on s'entraide et où les gens de l'AFSCA et du port de Zeebruges se battent pour permettre à l'entreprise de pommes de terre d'exporter ses frites à Londres. C'est un état d'esprit qui me fait un peu rêver. Et donc, j'aimerais bien pouvoir faire partager ce que j'ai constaté là aussi vers d'autres acteurs en Wallonie, parce qu'il y a aussi de magnifiques acteurs en Wallonie, mais j'ai l'impression qu'on travaille souvent plus dans sa bulle et qu'on est moins ouvert. Et l'autre côté de la frontière linguistique, ça n'est pas très loin. Et donc, je crois que vous avez raison, je n'avais pas encore pensé à ça, mais créer des ponts entre les acteurs économiques, entre les deux régions, ça, c'est quelque chose que je peux faire au niveau fédéral. Donc, je devrais exactement. tenir compte. C'est une excellente idée. Merci. Et je pense que vous auriez une écoute attentive de la part de celui qui avait ça vraiment accroché au trip quand il était encore prince il y a une dizaine d'années. Oui, certainement, bien sûr. Parce que c'est quelque chose lui est fier de ce que nous faisons en Belgique. Clairement. Voilà. Je vois que j'ai une dernière question de Monsieur de France. Parmi vos compétences, il y a les réformes institutionnelles et le renouveau démocratique. Une plateforme citoyenne doit être mise sur pied et utilisée en 2021, ce qui sera une opération importante et difficile. Monsieur Clarinval veut-il profiter de cette soirée pour faire un bref bilan à ce sujet?
Mais oui, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce point-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le thème de la rencontre aujourd'hui, mais en quelques On est mots, entre nous, hein. voilà, on est entre nous, mais on est enregistré quand même. Oui, mais l'enregistrement reste entre nous quand même. Donc, en fait, on a vraiment ici une opportunité qui s'offre à nous dans les mois et les 2 ans à venir. C'est qu'on a décidé de créer à partir normalement du mois de septembre une plateforme numérique, qui va recueillir en fait les avis des citoyens, mais bon, soyons de bon compte, les questions qui vont être posées sont des questions qui seront quand même un peu techniques, il faut le reconnaître, mais qui sont très engageantes, puisque l'on va demander l'avis des citoyens sur comment ils voient la Belgique de demain, quelles sont les compétences qu'il faudrait pouvoir peut-être fédéraliser, quelles sont les compétences qu'il faudrait ou qu'on souhaiterait régionaliser ou les transférer aux communautés, quel est l'avenir du Sénat. Donc voilà quelques exemples de questions explosives, je ne vous cache pas, mais sur lesquelles nous allons plancher. Anneliese Verlinden et moi-même, puisque nous sommes à 2 ministres, une du Nord et un du Sud, à être compétents pour cette matière. Et donc, dans un premier temps, on est censé rester neutre, ce que ma collègue a un peu oublié il y a quelques jours dans une expression auprès des universités flamandes. Et ce que je tâche en tout cas de faire, c'est de rester neutre, vraiment donner la parole aux spécialistes, donner la parole aux citoyens, à toutes les associations qui le souhaitent. Et je vous invite à donner un avis le moment venu, donc on est au septembre-octobre, sur comment vous voyez les choses pour qu'on puisse rédiger la constitution de la Belgique de demain. Parce qu'au terme de cette consultation qui va durer quelques semaines, il y aura ensuite des panels citoyens, donc ce sont des groupes de citoyens qui seront amenés à échanger avec des députés et des sénateurs, de telle sorte à ce qu'ils puissent approfondir les questions, émettre des résolutions. Ces résolutions seront ensuite transférées aux partis politiques qui seront amenés à rédiger pour la fin de cette législature, donc c'est normalement en fin 23, début 24, rédiger des textes de réforme de la Constitution. Et ensuite, après les élections, s'il y a toujours une majorité pour le faire, ces textes seront ensuite votés après les élections dans le cadre de la poursuite de cette ouverture de la Constitution à révision, de la révision de la Constitution. Donc, je vous invite à être attentif dans les mois qui viennent, donc, pour pouvoir, si vous le souhaitez, donner des avis sur toutes ces matières qui sont peut-être un peu techniques, mais qui sont fondamentales. Parce que, vous savez, ce n'est pas vous faire injure que de dire qu'en Flandre, et notamment dans certains partis flamands, il y a une tendance très forte à vouloir régionaliser la santé. Hein. C'est assez contre-intuitif parce qu'au terme de cette pandémie, on aurait plutôt tendance à penser qu'il faudrait plutôt refédéraliser. On a vu qu'il y a eu quand même, soyons de bon compte, à certains moments dans cette crise, des malentendus, soyons gentils, parfois des tensions entre les niveaux de pouvoir. Et donc, ça n'a pas toujours été le plus efficace possible. Et donc, mais malgré tout, certains partis flamands veulent quand même continuer à décentraliser la santé. D'autres, pas flamands, plutôt francophones, auraient plutôt tendance à dire qu'il y a des matières à refédéraliser. Et donc, c'est un grand débat. C'est un grand débat qui s'annonce devant nous et chaque parti va aussi devoir se positionner. Je vous dirais que chez nous, quand je dis chez nous, c'est OMR, excusez-moi d'être un peu partisan, mais on est plutôt sous l'impulsion de notre président dans une tendance à vouloir refédéraliser certaines matières, mais la position du parti n'est pas unanime, parce qu'il y a certains membres qui sont plutôt à volonté de régionaliser. Donc, ça va être un débat très, très complexe, très, très chaud, et je ne sais vraiment pas vous dire quel sera le résultat que l'on va présenter en 2023. Et donc, c'est un débat crucial et je crois que c'est important que des associations comme vous
prenez la parole et soutenez des positions à ce moment-là. Et ensuite, dans les consultations avec les citoyens, vous serez également amené à pouvoir intervenir. On a prévu un comité d'experts pour pouvoir accompagner les politiques dans ce processus de consultation, mais ça va durer certainement une année au cours de laquelle on va aborder toutes ces questions fondamentales. Voilà, je fais un résumé très bref et peut-être un peu trop court, mais qui reflète un peu l'état de la situation aujourd'hui. Monsieur le ministre, un tout grand merci pour cette intervention. On arrive un petit peu au bout de notre soirée. Cette dernière question et cette dernière réponse m'amène en plus à vous faire quelques annonces. Donc, nous terminons ce cycle de conférences 2020-2021 uniquement en Zoom et on espère reprendre nos conférences à l'UOPC en présentiel à partir du mois d'octobre de l'année prochaine. Donc, on espère que la vaccination aura fait son effet. Le programme est en train d'être confectionné. Nous avons de beaux orateurs qui seront là. Et nous participerons donc en tant qu'ADIC, et c'est là qu'il y a, je vais sans faire de vilain jeu de mots, qu'il y a une transition intéressante. Nous participerons en tant qu'ADIC au week-end de Rive Espérance qui se déroulera au mois d'octobre également. Rive Espérance qui est organisée par l'ensemble des mouvements chrétiens en Belgique francophone, dont le thème est justement orienté sur la transition, que ce soit la transition de l'entreprise, la transition de la famille, la transition écologique ou la transition religieuse. Et donc, je vous invite à rester attentif via les médias à cet événement qui a dû être reporté l'année passée. Nous y serons actifs pour parler de transition financière et transition dans le management à la lumière, évidemment, de Laudato Si et l'économie selon François. Voilà, je vous remercie pour votre présence bienveillante, active, participative. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut rester un petit peu ensemble quand tout le monde a quitté la réunion avec Patrick et Vincent, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean. Bonne soirée, merci à tous. Oui. Monsieur le ministre, je vous envoie des explications sur l'acronyme STEAM. Je vous remercie, c'est gentil. Voilà, ça partira demain matin. Je le prononcerai merci mieux Jean. Comment dites-vous? Je le prononcerai mieux la prochaine fois grâce à Oui, vous. mais non, mais c'est S-T-E-A-M, vous allez voir. Mais vous faites STEAM. Je n'avais pas vu le A, moi, j'avais le S-T-E-M dans Ah oui, non, mais voilà, vous allez voir, ça va vous plaire. Jean, pour ton information, un des prochains conférenciers sera M. Giuliani, le président de la Fondation Schuman. J'ai été en contact avec lui, il est d'accord. Donc ça va être aussi extrêmement intéressant. Ok, allez, bonne soirée. À bientôt, Jean, merci. Voilà, on est tous ensemble. On peut peut-être stopper l'enregistrement? Oui, on peut, oui. Voilà.